Donc, écoutez, bienvenue. Mon nom, c'est François-Xavier Blot. Je suis un guide et un organisateur de voyage pour Caravani depuis quelques années, mais dans l'industrie touristique depuis beaucoup d'années, au-delà de 20 ans. J'avais une agence avant qui était aussi dans l'aventure. Et puis, depuis la COVID, j'ai rejoint les rangs de Caravani. Je vous dis ça parce que le voyage qu'on présente, ou du moins la destination qu'on présente ce soir, l'Afrique du Sud, eh bien, c'est une destination qui a pu maturer dans mon autre vie professionnelle. Donc, et là, c'est un peu la version Caravani que je vous présente ce soir, mais sachez qu'un peu importe la raison pour laquelle vous assistez à ça ce soir, tu sais, vous allez en apprendre beaucoup sur le pays lui-même, sur les régions, vous allez en voir beaucoup. Sachez que c'est notre offre, oui, mais on n'est pas juste là pour parler de notre offre, on est là aussi pour parler de l'Afrique du Sud, puis ce super beau pays, moins connu, qui est le Lesotho, petit pays enclavé dans l'autre plus grand. Donc, voici un peu pour la mise en contexte. L'histoire de ce voyage, eh bien, sa première version remonte à 2023, octobre-novembre 2023. C'est à l'époque, dans nos concepts voyage, là, un voyage qu'on a nommé pionnier, dans le sens que sa version, comme elle existe maintenant, n'était pas tout à fait mature, ou du moins n'était pas tout explorée. Alors, on l'a fait avec des gens dans une version où on n'avait pas tout vu d'avance, on n'avait pas tout été faire nos recherches et explorer ça d'avance. Donc, ça a été une super édition. Puis on a pu la répéter dans les deux saisons qui ont suivi. Alors, il a un petit peu évolué depuis cette première version-là, mais disons qu'on avait quand même vu juste, étant donné qu'il y avait quand même un historique en arrière depuis mon autre vie professionnelle, comme je vous ai dit. Alors, l'Afrique du Sud, ben, d'abord, il faut situer géographiquement, on est où? Eh bien, on est au sud de l'Afrique. Donc, une chance qu'il y ait un nom évident comme ça pour le savoir. Donc, tout au sud du continent. Un des plus gros pays du continent d'ailleurs. Et on le voit ici, là, une géographie qui est assez variée. Un climat qui peut, pas un climat, mais une géographie justement qui peut être entre les montagnes. On va beaucoup les retrouver entre le Lesotho puis l'Afrique du Sud. On va aussi en retrouver au nord-est, un peu dans le parc de Kruger, mais pas mal moins. Sinon, on est beaucoup sur des plaines, des savanes, des endroits marécageux, puis du territoire côtier avec un climat plus favorable, là, dans le coin de Cape Town, par exemple. Puis même les déserts qu'on va retrouver aux frontières du Botswana puis de la Namibie. Donc, vraiment un pays qui est très varié. Donc, les endroits qui nous intéressent particulièrement dans ce voyage-ci, ben, c'est Johannesburg, la capitale, les Drakensberg, qui sont la chaîne de montagnes qui est frontalière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Petite région, ben, le Lesotho lui-même, parce qu'on va y faire honneur dans ce voyage. Et puis, tout ce qui est la région entre Johannesburg et le Lesotho, puisque ça va faire partie du road trip dans lequel on va voyager, puis qu'on va découvrir aussi certains petits coins bien sympathiques. Donc, c'est assez géoconcentré. C'est une particularité de nos voyages chez Caravanier, c'est-à-dire que quand on nomme un pays, on ne veut pas tout faire, qu'on veut tu sais, y voyager, on ne va pas aller partout, on va essayer de se concentrer géographiquement pour approfondir un peu les liens, les contacts, etc., qu'on peut avoir là-bas. Donc, vous voyez que c'est les étoiles rouges, finalement, qui sont sur la carte. Les étoiles orangées, c'est des étoiles, c'est des destinations, disons, qui sont plus comme des extensions qu'on va proposer aux gens, mais qui ne font pas partie du séjour officiel ou du voyage officiel qu'on propose, mais qui sont des coups de cœur, puis je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, on enchaîne ça un petit peu plus zoomé in. Si on regarde un petit peu plus proche, ok, vous allez m'attendre juste 2 secondes. Je travaille de la maison, hein. Il y a du bruit. C'est un instant. Attendez 2 secondes. Je coupe le micro de ça. J'ai
passer mes messages. OK, donc voilà. Donc, on est sur un petit peu plus proche, là, comme je vous disais, au niveau carte. Donc, on voit là, les lieux importants. Donc, ce que j'ai nommé tout à l'heure, je vais rajouter la région de Clarence, puis Golden Gate National Park, qui est super intéressant. Donc, on peut, en distance, là, autour de 6 heures de route là, qui vont nous séparer entre le Lesotho et Johannesburg. Puis après ça, ça va être d'autres segments similaires à ça en temps de déplacement. Donc, c'est assez concentré. Parce que pour nous, comme je disais tantôt, on préfère vraiment l'itinérance à pied que de s'embourber dans les déplacements routiers. Donc, vraiment, c'est géoconcentré ici même. Euh, J'avance tout de suite avec l'idée de la capitale. Bon, il y a deux capitales en Afrique du Sud. Il y a Pretoria puis Johannesburg. Une qui est plutôt une capitale économique, puis l'autre une capitale politique, là. Donc, mais bon, c'est dans la même région, là. C'est à quelques 50, dizaines de mètres, dizaines de kilomètres de distance. On va se concentrer Johannesburg, mais on va encore plus se concentrer sur un quartier qui est le quartier de Maboneng. Donc, pourquoi Maboneng? Il y a plein de quartiers en Afrique du Sud. Vous avez peut-être entendu aussi des histoires de Johannesburg, la sécurité, la dynamique blanc, noir, etc. Donc, nous, au niveau sécurité, on s'est posé la question parce qu'on a fait le choix quand même éditorial de se lancer sur l'exploration de Johannesburg plutôt que Cape Town, qui est plutôt plus connu, plus accessible, disons-le. Euh, j'ai dit après ça le quartier de Maboneng. Pourquoi? Ben, on a favorisé un regard, disons, tu sais, sur Johannesburg, parce qu'il pourrait y en avoir plein. On pourrait aller dans les quartiers UP, on pourrait aller dans les quartiers blancs, les quartiers noirs, mais bon. S'est penché sur le quartier post-industriel artistique de Maboneng. Donc, la photo ici elle exprime quand même bien ça, je trouve, là. Cette espèce de clash d'un passé qui est néo en ce moment, qui revit. Et on est vraiment dans une culture plutôt, je ne sais pas comment dire, là, noire ou négro-africaine, je sais pas. Bref, le terme politically correct me manque, mais bref, c'est vraiment misé sur la culture jeune, hype, noire de Johannesburg, et c'est dans le quartier de Maboneng que ça se passe. OK? Il y aura évidemment d'autres explorations, parce qu'on va aller un petit peu plus loin dans d'autres quartiers qui sont intéressants, qui sont très esthétiques. On va sélectionner particulièrement ça dans notre itinéraire, mais Maboneng, ça va être notre coup de cœur. C'est là où on va être basé aussi au niveau de l'hébergement. Puis c'est là qu'on va aller souper le soir, vivre la vie, palper la vie. Puis ça va être tout de suite si vous voulez, le mood d'entrée dans le pays, en Afrique du Sud. Donc, Maboneng, je vous invite à faire des petites lectures là-dessus. C'est très, très, très intéressant, là. Tout ce qui est nightlife, restaurant, marché, c'est vraiment en effervescence. On n'aura pas le choix aussi de porter un regard historique sur ce pays-là. Un pays, des fois, qu'on nomme le pays arc-en-ciel, dans le sens de toutes ses origines, de toutes ses couleurs. Mais évidemment, pendant à peu près 40-45 ans, a été dans une période obscure sous l'apartheid. Donc, les cultures blanches, surtout africanaires, ont voulu instaurer un système basé sur la ségrégation raciale, mais à sa plus grande expression, disons-le comme ça. Et un très beau musée qui l'exprime bien, ça, là-bas, c'est le musée de l'apartheid. Donc, il nous fait vivre à travers soit des expériences, des regards sur ce côté-là, de diviser la société en races, tu sais. Il nous fait un beau regard, pas culpabilisant, mais plutôt au niveau de la réflexion là-dessus. Quelles sont les différences finalement entre les gens? Justement, avec cette photo où finalement, tout le monde de dos, on a à peu près la même identité, qu'il soit noir, blanc ou n'importe quelle couleur. Mais on comprend la société de l'époque, comment elle a été structurée, basée sur une hiérarchie raciale, ce qui est quand même incroyable, mais qui est un passé qui est pas si loin, ça finit vers 1990, 11, mais qu'on le voit encore aujourd'hui dans la société ou des sociétés proches de nous, mettons. Voilà, donc ce regard-là et aussi une immersion dans cet esprit-là, donc le quartier de Soweto. Soweto, donc le Southwest Township, qui a vu naître quand même des grands penseurs, des gens qui ont été reconnus mondialement. Je pense entre autres à Nelson Mandela, à Desmond Tutu,
qui est un cardinal là, de l'Afrique du Sud, qui ont été des grands acteurs de la lutte contre l'apartheid. Donc, un regard là-dessus, un regard aujourd'hui sur la vie disons-le, là, c'est des bidonvilles, là, mais comment tout ça vient finalement à être une espèce de berceau idéologique qui brasse les idées aujourd'hui, parce que Soweto a quand même cette particularité-là d'être une espèce d'incubateur d'idées. Donc, on va y poser un regard là-dessus, puis on fait toujours nos explorations de manière très immersive, soit en vélo, à pied, on va arrêter dans les restos, on va manger la bouffe locale, évidemment, tout ça dans un contexte sain là, au niveau alimentaire, mais ça reste quand même, on aime bien finalement tout de suite vous plonger dans une immersion à tous les sens. C'est ça un peu. La plupart de nos voyages sont construits comme ça. Mettons au Maroc, la première nuit que vous allez avoir tout de suite, c'est dans un village berbère perché dans les montagnes de l'Atlas. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas trop vu ça la veille parce qu'il faisait noir, puis là, je fais que le matin, je suis dans les montagnes. Ben, nous, en Afrique du Sud, on a voulu faire ça. Des fois, ça dépend de la logistique, mais à Johannesburg, c'était tout de suite ça. C'est comme, wow, on pitch tout de suite dans la vraie vie. Maboneng, Soweto, les quartiers hype. Donc, c'est ça la vision qu'on veut donner. Puis aussi une vision aussi sur un regard du passé. Donc, on aura l'occasion aussi d'aller visiter la maison de Nelson Mandela dans Soweto. Desmond Tutu, bon, sa maison n'est pas tant impressionnante, mais ça reste que souvent, ils vont se targuer d'être. Parce que les deux ont vécu sur la même rue pendant un moment de leur existence et ils se disent bah, c'est la seule rue dans le monde où il y a eu 2 prix Nobel de la paix. Donc, c'est quand même pas banal, tout ça. Donc, on plonge là-dedans. Donc, ça sera, si vous voulez, presque 3 jours là, d'immersion à Johannesburg avant de se diriger au Lesotho, qui est pour notre premier trek. Donc, le Lesotho, on voit ici, c'est une carte piquée sur les internets, mais ça donne quand même une petite idée là, de cette enclave, finalement. C'est un pays enclavé complètement dans l'Afrique du Sud. Petite histoire courte. L'Afrique du Sud a à peu près 11 nations, ethnies, là, si vous voulez. Là. Donc, on sait que tous les pays d'une époque ont été l'Afrique, les frontières ont été vraiment découpées de manière politique selon des enjeux plutôt colonialistes. Ben là, le Lesotho était un territoire Basotho, en fait, une des 11 ethnies. Et que lorsqu'ils ont voulu unir le pays, ben eux ont toujours résisté à cette unification-là. Et donc, ça a fait en sorte que le territoire de cette ethnie-là est resté indépendant. Donc, le Lesotho, par exemple, n'a pas vécu l'apartheid. Un peu par répercussion, mais pas vraiment. Donc, c'est une espèce de, si vous voulez, une petite oasis contre ça. Mais c'est un pays aussi qui a beaucoup évolué de manière décalée par rapport à son géant voisin qui est l'Afrique du Sud. Donc, tant au niveau économique, ben, pas principalement économique, là, disons. Là. Fait que quand on arrive au Lesotho, on est comme tout de suite dans une autre Afrique, si vous voulez. On est à 6-7 heures de route, comme je disais. Donc, c'est assez dépaysant. Puis c'est un pays qui est principalement euh, son relief principal, c'est les montagnes. Donc, on est sur des altitudes moyennes entre 1800, 1900, 2000 mètres à peu près. Donc, beaucoup de montagnes, beaucoup de rivières puissantes, un gros bassin hydrographique, beaucoup de richesses naturelles, beaucoup de barrages hydroélectriques. Donc, le Lesotho a quand même son poids, si vous voulez, politique dans l'équation. Mais à part de ça, c'est assez basique, c'est assez, si vous voulez, peu développé dans un regard, on va dire, nord-américain, là, des choses. Et c'est surtout l'intérêt que nous, on va poser sur ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup une culture de petites communautés, de clans, de petits villages. C'est très rural. C'est une culture qui tourne beaucoup autour du tout ce qui est équestre, chevaux, etc. Parce que ça a été et c'est encore le moyen le plus logique de déplacement dans le pays. Donc, c'est vraiment à travers ça qu'on va proposer un trek de 3 jours en tout, mais ça va être un séjour de 5 jours en tout au Lesotho. Donc, on arrive dans une petite communauté qui s'appelle Malealea, donc des petits lodges qu'on peut en retrouver en Afrique qui sont très beaux. Là. Et là, on sera accueillis par nos hôtes, culture locale, nos guides qui feront partie du trek.
Puis, vous voyez, là, on est là. On appelle ça des rondavel, là, ces petites huttes-là. Donc, c'est la maison traditionnelle, mais qui est souvent remodelée et refaite pour un tourisme plus aisé, disons. Alors, on retrouve ce genre de petits rondavel-là, maison traditionnelle, mais en version plus cosy, dans nos lodges où on va dormir. Mais sinon, après ça, on se lance vraiment dans le territoire avec la culture équestre. Pour se mettre dans le bain, OK, il y a souvent des courses et des compétitions équestres qui ont lieu entre les communautés. Il faut les sponsoriser, ça. C'est quand même assez cool à faire. Donc, nous, pour nos groupes, on va mettre de l'argent là-dedans. Essayer de sponsoriser des événements équestres qui permettent un regroupement des communautés des alentours de Maléaléa, des petits villages et tout. Et donc, pour eux, c'est une grosse effervescence, un gros événement. C'est un petit moteur économique parce que quand même, il y a un certain montant qui est déployé là-dedans. Puis, on voit, l'espace d'un instant, un phénomène social qui est super important au Lesotho, c'est-à-dire ces rencontres-là qu'on trouve entre les communautés à travers le biais de la compétition de course de chevaux, finalement. Et ça devient super esthétique à ce moment-là. Donc, on a vraiment l'occasion, surtout dans ces couleurs-là, très typiques du Lesotho, plutôt sur des verts foncés. C'est très luxuriant, comme je disais, parce que c'est une région plutôt montagneuse, assez humide, relativement humide. Donc, ces couleurs-là assez, j'aime ça dire foncé aussi, ces verts foncés, son ciel quand même aussi très bleu pétant, et toutes ces couleurs des couvertures ou de l'ornementation des habits traditionnels qui vient d'éteindre. Donc, c'est vraiment quelque chose où là, on est plongé là-dedans, dans un moment vraiment de rencontre entre les ethnies. Donc, on est un peu comme un regard anthropologique là-dessus. Et comme je vous ai dit, ça fait très esthétique. Donc, quelques photos qui incarnent de ça que j'ai pu prendre lors du premier voyage. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre, si vous voulez, immersion euh, autour de Maléaléa, ben, on se lance sur un trek de 3 jours en itinérance. On veut garder l'esprit de marcher de communauté en communauté. Les communautés sont très peu développées, on s'entend, dans cette région du Lesotho. Mais l'idée, ça restait de quand même rejoindre ces communautés-là et d'y dormir et d'être en immersion aussi. Donc, on va être logé chez l'habitant dans des petites maisons comme on voit ici, il y en aura d'autres plus tard. Et on va marcher dans tout ce territoire-là qui est très dénudé, vallonné, des canyons, des rivières, des montagnes. Et ça va être une longue, si vous voulez, randonnée avec un soutien de transport à cheval pour tout le matériel. Donc, vraiment 3 superbes journées qui vont relier Maléaléa à Semongkong, qui est une ville un petit peu plus importante qu'on va retrouver dans le centre du pays. Le soir, donc, on se réunit dans ces rondavel-là, mais cette fois-ci plutôt traditionnelles, très basiques. Vous allez voir, donc on ne parle pas de confort aussi, mais on parle d'expérience. Mais tu sais, dans un tourisme moderne, là, où les choses sont un petit peu difficiles à vivre pour vrai, tu sais, où l'authenticité est quasiment toujours galvaudée, ben là, ça persiste encore. Donc, on aura 2 nuits comme ça, tu sais, dans notre trek en itinérance. Donc, c'est en itinérance dans le sens qu'on ne revient jamais à un endroit, on ne fait pas de boucle, on est toujours d'un point A à B, etc. à chaque jour. Il n'y a pas de déplacement en véhicule entre chacun. Donc, on est vraiment comme sur c'est ça, une itinérance. Donc, très belle couleur de fin de journée. Je vous le dis, le Lesotho, il y a une palette de couleurs particulière. Je l'ai remarqué tout de suite en regardant, il y a peut-être 1 an ou 2, Voyager autrement avec Bruno Blanchette, ou c'est Les aventures de Monsieur Bruno, où là, dans les shots tournés, je voyais exactement ce que je disais là, dans cette espèce d'ambiance visuelle-là qu'on retrouve. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très marquant, je trouve. Et puis, c'est très contrastant, on s'entend aussi, là. Donc, voilà. 2 jours, 2 nuits, 3 jours de marche à travers un territoire qui est juste comme infini et très, très euh, je ne veux pas dire désertique, là, mais dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vivent, pas beaucoup de randonneurs qui y marchent. C'est sauvage à sa manière. Tu sais. On passe par plein de communautés.
tout au long. Et puis, on aboutit finalement au loin ici à Semonkong. Donc, on parle de ville importante, oui, d'une certaine manière à l'échelle du Lesotho, mais pas tant au niveau développement réel. Et là, on aura l'occasion d'avoir une autre ambiance, OK, et de plutôt plonger davantage dans la culture, les traits historiques de cette ethnie-là qui s'appelle les Basuto, de comprendre un peu le système des couvertures, qu'est-ce que ça veut dire, comment ils se distinguent entre les clans, etc. Donc, on fait des rencontres, en fait, qui permettent encore plus l'exploration de ça. Puis aussi, on se met une bonne dose d'adrénaline en allant visiter une des chutes les plus hautes d'Afrique, donc les chutes j'ai toujours la misère avec ce nom-là, là, de Malek Tsunayane, qu'on voit ici. Ils font à peu près 210 mètres de haut dans un immense canyon qu'on voit ici. Donc ça, c'est une photo qui a été prise par un de nos guides, là, Alexandre. Et une photo que j'ai prise ici avec un drone. L'idée, c'est sur une base volontaire, évidemment, mais c'est d'aller vous faire le plus haut ou un des plus hauts rappels au monde. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Alors, c'est de descendre en rappel les 200 mètres de chute que ça représente. On vous prépare, là, il y a tout un team. Puis moi, je suis formateur en escalade, donc je peux certifier que les équipements et la sécurité autour de ça est vraiment fiable. C'est vraiment de l'équipement industriel qui vont. Et c'est très sécuritaire, il faut juste avoir le guts de le faire. Mais c'est juste une façon détournée, ludique, si vous voulez, de aller explorer cet immense canyon-là, puis de côtoyer ces immenses chutes-là qu'on va sentir par leur présence et par leur puissance, là, parce que c'est pas rien, là, 200 mètres qui jettent à terre. Là. Ça fait un bruit incroyable, ça déploie une humidité incroyable. Puis on est en parallèle de ça. Donc, pour vous donner une idée, donc en plongée, là. On le fait toujours 2 par 2. Il y a quelqu'un en bas qui fait la sécurité. Il y a un backup de corde. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire parce que c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Il y a du monde qui ont le vertige, mais c'est vraiment cool. C'est une façon d'aller dans le canyon puis après ça marcher pour en revenir qui est très original. On finit le Lesotho de même. Il va y avoir un retour qui revient un peu par une autre route qui finit par aboutir par la même porte d'entrée du pays pour revenir dans le Freeland, donc une région qui côtoie le Lesotho en Afrique du Sud. En passant, tout ce qui est douane, tout ça, c'est simple là-bas. Là, il n'y a pas besoin de visa nécessairement. On obtient tout ça à la douane directe. T'sais. Au Lesotho, la question la plus coercitive que vous allez avoir, c'est Hey man, how are you today? C'est vraiment très, très baba cool. C'est un pays très accueillant. Donc, c'est relax, mais tout ça se fait évidemment à la méthode archaïque un peu d'un vieux poste où là, il va y avoir une paperasse qui va être remplie. Ça prend du temps, mais c'est simple et tout ça se fait sur place. Donc, on regagne la destination de l'Afrique du Sud. On va replonger dans une autre ambiance. Donc, l'Afrique du Sud, plutôt agricole. Donc, historiquement, tu sais, l'Afrique du Sud, au 17e siècle, s'est fait coloniser par des populations néerlandaises, anglaises aussi. Ça a créé des conflits là, pendant plusieurs siècles. Mais donc des populations blanches qui se sont établies là. On a eu, vers la fin du 17e siècle, les Boers qui ont été forcés un peu à l'exil ou à se déplacer dans le territoire, qui ont fait la route entre Cape Town et Johannesburg et qui se sont établis dans plein de petits endroits comme ça dans la région du Freeland. Donc, un endroit qui nous intéresse particulièrement pour saisir ça, ou du moins pour être dans cette culture-là, des Afrikaners, donc ex-Boers, etc. Donc, les Blancs d'origine néerlandaise, si vous voulez, c'est la ville de Clarence. Les Afrikaners n'ont pas toujours cette connotation-là d'être des gens on va dire, idéologiquement de la gauche ou très axés sur je sais pas, des valeurs plutôt libérales, comme on dirait aux États-Unis. Mais il y en a certaines communautés que oui. Et puis, le Clarence, c'est ça. Clarence, c'est un petit bastion, là, un petit oasis dans cette plaine-là de quelques rues asphaltées, le reste tout en garnotte. Et il y a à travers ça plein de cafés,
microbrasserie, restaurant sympathique, petite galerie d'art, produits locaux, du terroir, etc. C'est vraiment un petit bouillon de culture perdu dans cette plaine. On y passe 2 jours parce que c'est vraiment cool de voir ça. C'est parce que, comme une fois, on porte plusieurs regards sur le pays. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, un regard intéressant, tu sais, de voir tous les pôles qui colorent le pays. Et c'est aussi la porte d'entrée simple et proche, donc à proximité du Golden Gate Island National Park, qui est à peu près à une demi-heure de route. Et là, c'est un très beau parc qui met un peu la table dans cette géographie-là de transition entre la plaine et les montagnes qu'on va voir un peu plus loin dans les Drakensberg. Donc, on va proposer une journée de rando là-dedans. Et là, on est vraiment, vraiment sur plus des canyons, presque des grottes, des falaises avec une multitude de roches qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et donc, ça fait une superbe journée de randonnée qui nous amène dans une... Encore une fois, je joue beaucoup avec le terme, là, les couleurs, les palettes de couleurs. Là, ben, géographiquement, on joue aussi avec ça. Donc le Golden Gate Island National Park, coup de cœur, à partir de la ville de Clarence. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, aussi notre stop technique, hein, dans la route assez longue quand même entre le Lesotho et les Drakensberg, du côté sud-africain. On le voit ici à travers une carte, qui est une carte de mon application de Gaia. On voit, j'ai mis une genre d'étoile noire à Clarence, là. On voit vraiment que à l'échelle, c'est vraiment un mi-chemin entre où on est au Lesotho puis le Draken. On a l'espèce de pastille goutte d'eau inversée, là, qui est le point pour signaler le Golden Gate Island National Park. Et on voit le trek principal du voyage ici, c'est-à-dire un trek de 7 jours qui va nous relier, qui va relier en fait le Royal Natal National Park au Drakensberg. Les Drakensberg, dans l'étymologie néerlandaise, là, ça veut dire les montagnes du dragon. Draken, c'est dragon au pluriel, puis berg, c'est montagne. Donc, les montagnes du dragon, par peut-être leur forme, leur côté incisif qui peut rappeler peut-être un petit peu ça, eh bien, elles sont vraiment sur la frontière du Lesotho puis de l'Afrique du Sud. Okay? Et le Royal Natal, il est 100% en Afrique du Sud, donc c'est une espèce de parc qui met la table pour rentrer dans les Draken, et donc ça fait un enchaînement qui est superbe. On est sur la portion nord de cette chaîne de montagnes-là. Parce que les Drakensberg, tu peux faire une traversée beaucoup plus longue là, qui va se rendre jusqu'au sud. Puis là, on parle plutôt de, je ne sais pas moi, une 15 à vingtaine de jours de marche. Là, on est sur 7. On s'est concentré, selon nous, sur le plus beau géographiquement, puis le plus varié aussi en type de paysage. Donc, on le voit ici, Royal Natal, on est vraiment sur des terres très luxuriantes, surtout dans les périodes de l'année où on y va. Donc, les périodes de l'année idéales, selon nous, pour aller marcher en Afrique du Sud, eh bien, ce sont nos entre-saisons hiver-été. Donc, l'automne, à partir de octobre, début novembre, c'est très, très beau. Pour y aller, c'est l'inverse là-bas. Donc, c'est après l'hiver austral. Donc, c'est assez verdoyant, comme on le voit là. Et au printemps, avril, plutôt vers la fin, avril, puis le mois de mai, où là, c'est la fin de l'été. Donc, c'est un petit peu plus sec. Ça va être dans des tons beaucoup plus ocre que ce qu'on peut voir là. Mais encore là, c'est drôle parce que dans le Royal Natal, il y a beaucoup, beaucoup de sources d'eau partout. Donc, c'est un peu vert à l'année. Mais c'est vraiment idéalement, c'est les idéaux, les périodes idéales pour visiter le pays, pour les conditions aussi climatiques, donc un climat en température qui est plus tempéré, on n'est pas sur les extrêmes, puis précipitations plus modérées pendant ces 2 périodes-là. Et donc, nos départs correspondent exactement à ça. Donc, oui, donc on y va, on lance là-dedans. Donc, plusieurs arbustes, arbres, c'est très coloré, c'est très verdoyant, disons-le. Et le but, là, c'est vraiment de monter sur un plateau. OK? On va croiser des forêts où on voit
l'emblème national, qui est la fleur nationale, en fait, c'est la Protea royale, qui est incroyable. Une immense fleur, là, à peu près grosse comme ça, qu'on voit justement en floraison au printemps austral, là, c'est-à-dire dans l'automne chez nous. Et là, ça nous monte sur le plateau. À partir de là, on va marcher sur des crêtes. OK? On marche sur des crêtes, c'est plus ou moins dénivelé rendu là parce qu'on est déjà sur un plateau. Donc, ça rend la randonnée un petit peu plus accessible. Et puis là, on va osciller comme ça dans ce paysage grandiose jusqu'à une première étape qui est un lodge qui est perché dans les montagnes. Donc, au niveau de l'hébergement, je vais le montrer un petit peu plus tard, mais on va essayer de pencher entre des lodges comme ça qu'on va retrouver et le camping complètement en itinérance autonome qu'on peut avoir plus tard parce que dans les Drakensberg, il n'y a aucune infrastructure. Donc, c'est au niveau confort puis conditions hybridées rendues dans les Drakens, sachant qu'au préalable, vous avez été au Lesotho et puis c'était dans les petites cabanes de village, là. Donc, ça reste que quand on est dans les treks, disons, on réduit le confort parce que c'est juste ça qu'il y a, puis aussi parce que c'est l'expérience qu'on veut vivre pour être sur le top des plateaux. Parce qu'on peut faire les Drakensberg autrement en restant dans le bas de vallée, puis en montant la journée, puis en revenant. Mais on ne pourra jamais faire un trek en itinérance. Parce que pour monter sur ce plateau-là, vous allez voir, ça demande quand même quelques efforts. Puis une fois rendu là, on ne veut pas redescendre pour refaire ça le lendemain. T'sais. Fait que c'est ça, les Drakensberg. Donc, c'est des falaises qu'on voit depuis l'Afrique du Sud, du côté sud-africain. Et c'est des plateaux ensuite pour la plupart des journées de marche. Donc, une fois qu'on a fait le Royal Natal, court déplacement en Jeep parce qu'on voulait skipper un endroit qui est un peu plate, là, et on va se rendre dans la section de Sentinel. OK, donc le mont Sentinel qui est très, très esthétique, très vertical. Et puis là, c'est là qu'on va littéralement monter sur les plateaux. On va avoir l'occasion de croiser aussi les chutes de Tugela qui sont, c'est toujours des stats puis des numéros comme ça, mais bon, les chutes les plus hautes, presque les chutes les plus hautes du monde, si on combine tous ces sauts, là, si vous voulez, ça reste Angel Fall là, au Venezuela, la plus haute, mais celle-ci, si tu combines tous ces sauts, là, ben, c'est 900 mètres de dénivelé entre le haut et le bas. C'est quand même impressionnant. Puis ça, c'est juste à côté de Sentinel. Pour se rendre, vous allez voir bientôt que ça demande un petit peu plus. C'est quand même de l'aventure, ce voyage-là. On le cote niveau 3 pour plein de raisons. Pour le terrain qui est rendu dans les Drakensberg, du moins, qui est un terrain de backcountry complètement. Il y a très peu de sentiers prédéterminés. Qui est un terrain assez aérien, mais pas vertigineux, parce qu'on marche sur les plateaux. On le voit ici quand même, tu sais. C'est aérien comme paysage. Puis aussi parce qu'on est exposé aux conditions. Parce qu'une fois sur le plateau, ben, tu subis. S'il y a un grain de mauvais temps qui passe, ben, il va peut-être te passer dessus. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas extrême, mais ça reste qu'on est sujet aux éléments. On est autonome parce que c'est un trek en itinérance. Puis on a tout le matériel sur le dos de la gang de porteurs qu'on engage. OK? Donc, à destination, je vais y arriver. J'ai peut-être des photos qui parlent de ça plus tard. Vous présenter notre équipe, mais quand je disais on se rend là, sur le plateau, ben c'est ça. Ça, c'est le bout que tout de suite, il faut que tu te dises hey, OK, ça me tente de faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que ces échelles-là pour se rendre sur les plateaux des Drakens si on veut le faire une traversée nord-sud. Donc, c'est des échelles qui font 20 mètres à peu près, pas de vertical, c'est pas 100% vertical, mais c'est quand même soutenu. Et donc, on va donner toute l'aide et l'encouragement possible pour les gens de franchir ce petit défi, mais ça reste que pour aller sur le plateau, il faut passer par là. Ça fait partie de l'aventure, mais les porteurs, nous autres, notre gang de porteurs le font avec les charges, etc. Donc, ils vont proposer évidemment à chacun de se délester du sac à dos, puis là, d'y aller le plus safe possible. Aussi, on va donner des systèmes un peu comme si vous voulez, de l'acrobranche, là, ou de la tyrolienne, pas la tyrolienne, mais de arbre en arbre, là, avec des centres, ceux qui veulent un petit peu plus de sécurité. Mais c'est 20 mètres à passer, ça doit prendre à peu près une demi-heure qu'on prend bien notre temps, là. Mais ça, c'est le moment pour arriver ensuite sur les plateaux. Donc, les plateaux, la perspective va changer
tu sais. On n'est pas en vallée en regardant les montagnes, on est en haut des montagnes puis on regarde les vallées. Tu sais, c'est un peu la nuance. Et c'est ce qui fait la beauté de ce trek-là. C'est pas en tout temps comme ça. Des fois, on n'est que sur des plateaux, on se demande mais où sont les montagnes, on est au top. Tu sais. Mais souvent, il y a des espèces de brèches comme ça qui nous amènent sur des incroyables points de vue qui dominent en fait la chaîne de montagnes. On va rencontrer, et ça va être un beau petit clin d'œil avec le Lesotho, des bergers qui sont des Basutos, là, donc des gens du Lesotho, parce que les frontières sont très poreuses, là, rendues là, là. Souvent, on marche entre le Lesotho et l'Afrique du Sud tout le long, dans cette traversée-là. Il n'y a pas de douane officielle. Et là, on va revoir nos fameux bergers éleveurs à cheval ou à pied. Et ça, c'est très cool, avec les moutons ou autres, les chèvres. Et ça va faire partie, si vous voulez, du paysage humain qu'on peut croiser, parce que sinon, il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a pas de population établie, absolument. Très peu de randonneurs aussi qui se lancent dans la traversée, parce qu'il faut savoir, la traversée, si tu veux le faire, c'est en sac à dos avec toute l'autonomie sur toi, là. Toute ta bouffe, ton eau, tes équipements de camping et tout. Nous, je vous le présente dans 2 minutes, là, mais c'est avec une équipe de porteurs. Puis des équipes de porteurs qui connaissent le territoire, il n'y en a pas tant que ça sur les Drakensberg. Donc, c'est une offre assez nichée qu'on permet de démocratiser avec ce service-là. Donc, voilà un peu le genre de terrain, comme je vous disais. Donc, vraiment très peu balisé. Donc, ça donne toute cette liberté aussi de progresser qui est géniale. Et on voit aussi la taille du sac à dos aussi. Donc, c'est un trek où on fait tout porter par les porteurs, comme je disais, mais c'est pas 100% sac de jour. J'ai juste un t-shirt et une gourde d'eau. On va quand même avoir peut-être 100% de nos vêtements de rechange là, pour les 6 jours. Tu sais. Après ça, nous, tout le reste, on va transporter de nourriture, gaz, équipement, de tente, name it. Mais on va demander aux gens d'avoir l'essentiel à eux dans leur sac. Tu sais. Dans ce cas-ci, c'est une guide avec qui je faisais le voyage à l'époque, donc un sac plus gros, mais on parle de sacs entre 40 et 50 litres pour un autour de 10 kilos de poids sur le dos. Voilà. Je continue. Donc, ça, c'est une autre image pour exprimer un peu ces plateaux-là. Une flore quand même très riche qui va varier là, selon les périodes de l'année. Mais encore une fois, mais où on passe, où on marche, ben, c'est 100% de liberté. On va aussi respecter quand même l'écosystème sur place. On ne va pas marcher non plus n'importe où, mais c'est ça le terrain. Là, on voit ici un petit peu de trajet de piste, un petit peu de sentiers. Et ça, c'est commencé avec des photos de nos teams à destination. Donc, c'est qui les gars? Ben, en fait, ils viennent pas mal tous d'une vallée proche des Drakensberg. J'ai pu, avec le temps, développer un lien avec une guide. Donc, une guide qui a toutes ses certifications, by the way, de guide de moyenne montagne dans le cadre de l'Afrique du Sud et qui, elle, engage des porteurs. Pendant un moment, on était limité souvent à 12 porteurs, donc ce qui limitait un peu le poids qu'on pouvait transporter. Mais maintenant, le staff s'agrandit, le team s'agrandit, donc on peut pas être limitatif par rapport à ça. Mais donc, souvent, ça va être à peu près un porteur par personne, si on peut dire, même un petit peu plus, considérant qu'on a tous les équipements communs, la nourriture à transporter pour le groupe, parce qu'on est en itinérance de jour en jour. Donc, on se déplace à chaque nuit, si vous voulez, ou à chaque jour pour faire la traverse. Donc, d'autres petites photos comme ça qui expriment les brèches de vue qu'on a sur le plateau. Donc, ça, c'est tout au long du trek nord-sud, dans le massif nord des Drakensberg. J'arrive avec nos campements, donc on va fournir tentes de trekking, là, des tentes légères quand même, c'est des Mutauba. Là. Ben, c'est des 3 places pour 2. A priori, on peut être aussi seul, selon. Donc, fournissez matelas, sac de couchage, etc. Mais nous, tout ce qui est commun, on le fournit, comme les tentes. On va fournir aussi la tente commune qu'on voit au loin, table, petite chaise ultra légère, tout l'équipement de cuisine, etc. Donc, vous résidez, en fait, dans ce petit palace, qui est génial, parce qu'à chaque fois où on va s'établir, comme qu'on arrive sur un site de camping, qui n'est pas vraiment un site, là, c'est juste un lieu où on peut établir un camp, mais on va décider, OK, guys, ben, vous avez dans telle périphérie la liberté de vous installer.
puis on s'installe comme ça, puis c'est la liberté et le plaisir de dormir en camping sauvage. On s'est quand même donné hein, la chance d'avoir un campement élaboré, comme on voit ici. Donc, vous voyez, table, chaise et la tente messe, donc sous différents angles, comme ça. Donc, ça sera le campement pour toutes les nuits. Donc, 5 nuits, 6 jours pour la traversée des Draken. Ça fait souvent des très belles vues là, au crépuscule, là, parce que quand les couleurs changent, la ville, on voit des villes au loin qui s'éclairent. C'est vraiment très, très beau ce contraste-là, là, jour et nuit. On va à la toute fin du voyage redescendre. Donc, on va dans la vallée de Cathedral Peak, là, finalement, pour finir notre trek. Là, le paysage devient très incisif, dans le sens que c'est un ridge, là, une crête incisive, j'aime ça dire ça, où là, de chaque côté, on a une vue à peu près 360 pour finalement descendre le massif, puis se rapprocher de notre point de sortie. On voit une petite scène de vie du matin comme ça. Gros moment de carpe diem et de détente avant de regagner le lodge. Donc, on aura une dernière nuit dans un lodge avant de finir, pour finir le trek. Et c'est là qu'on aura l'occasion de faire des photos d'équipe puis de saluer notre équipe quand même, qui n'est pas banale. Là, si on fait, regardez, c'est à peu près le même nombre de personnes entre les randonneurs de notre gang puis notre équipe locale qui s'assure que tout ça se déroule bien et qui nous rend ça un petit peu plus accessible, disons-le comme ça. Donc, depuis la vallée de Cathedral Peak, on va regagner Johannesburg. Et puis là, à Johannesburg, c'est une surprise, je ne le dévoile pas, là, mais on a quand même quelques cartes dans nos manches pour faire vivre des expériences inattendues qui sortent vraiment, vraiment de l'ordinaire. Puis ça sera aussi une occasion de thématiser un autre volet de l'histoire de l'Afrique du Sud. Et une autre ethnie aussi qui a fait partie de cette espèce de système ségrégationnel. Donc, il y avait les Blancs, les Noirs et les non-Blancs. Bref, ça vous donne peut-être une petite idée. Regarde là-dessus à Johannesburg. Puis après ça, on va plutôt ouvrir la porte vers des extensions ou des prolongations de voyage, à savoir vers le parc national de Kruger ou ses environs, parce qu'il y a si vous voulez, des zones protégées privées là, qui peuvent être intéressantes là, pour faire des safaris. On va vous proposer un safari plutôt traditionnel et un safari qui est à pied, donc ou hybride, disons-le de même, là. Le safari à pied, c'est quand même une expérience qui est très bien parce que ça permet de, de rester dans l'esprit du voyage de trek quand même, puis d'être en connexion directe avec la nature. Donc moi, rarement, j'ai pu faire des treks, des safaris, je veux dire, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, mais celui-là, dans le parc de Kruger, où on peut le faire à pied, c'est quand même particulier parce que là, on a un autre regard sur l'observation des animaux. On va aussi travailler d'autres sens. C'est beaucoup plus l'observation des traces, parce que quand même, on est sur le territoire de ces animaux-là. Les sens, comme l'odorat, entre autres aussi. Qu'est-ce que les éléphants, par contre, qu'est-ce qu'ils nous envoient comme signe, tu sais? Est-ce que c'est une route? Est-ce que c'est en danger? Est-ce que, tu sais? Fait que les guides pisteurs vont beaucoup, beaucoup, beaucoup nous orienter là-dessus. Puis on va être plus posé, tu sais, par rapport à l'observation fine versus que d'être en Jeep. Ça de même. Mais c'est très impressionnant d'être dénudé, si vous voulez, entre guillemets, de protection mécanique comme une voiture, puis d'être confronté ou en rencontre comme ça avec les animaux. Évidemment, les gars sont armés, là, parce que les hippopotames puis les félins, c'est quand même. Il faut faire une prévention de ça, mais ça se fait très bien et très sécuritairement. On va rester en campement, aussi en itinérance. Donc, des campements élaborés avec une table commune, si vous voulez, un cuistot qui nous fait des méga bouffes. Puis là, c'est vraiment la vie de camp convivial qu'on peut l'imaginer en safari là, dans le sud de l'Afrique.
Donc, il y aura 2 hybrides. Ça, c'est quelque chose qui est fait sur mesure, si vous voulez, en extension. Puis, on peut aussi vous proposer Cape Town puis sa région. Donc, que ce soit Table Mountain, que ce soit la péninsule du Cap de Bonne-Espérance, que ce soit aussi la région des vins, comme Stellenbosch, Franschhoek, ou Parle. Donc, on peut vraiment là, faire une extension d'au moins 4-5 jours, pas s'emmerder, pantoute autour de Cape Town, une ville coup de cœur pour moi. Mais qui est complètement une autre Afrique du Sud. Puis d'ailleurs, c'est à l'autre bout du pays, là, c'est complètement à l'ouest. On va devoir prendre des vols. En tout cas, je conseille de prendre un vol là, pour se rendre là, un vol d'1 heure au lieu de je ne sais plus combien de dizaines d'heures de char. Puis Cape Town, là, on arrive dans une autre Afrique du Sud complètement occidentalisée quand même. Ça fait quasiment penser à la côte ouest des États-Unis, là, la Californie. Évidemment, avec des traces culturelles qui nous rappellent qu'on est en Afrique du Sud. Mais bon, ça reste très émancipé. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de mélanges d'influences, que ce soit indien, blanc, culture blanche, occidentale et culture africaine. Donc, tu peux mixer ça dans les lieux, dans les restaurants, etc. Un petit coup de cœur à la rue Kloof Street à Cape Town. Vraiment, vraiment un spot absolument une rue à marcher puis à aller explorer les restaurants. C'est aussi un spot à surf sur une certaine côte. Donc, vraiment, là, tu sais, si vous voulez finir un voyage en mode détente à partir d'un lieu fixe, on conseille à tous de faire cette extension-là. C'est pour ça que notre voyage, il dure 16-17 jours, je pense. Ça permet justement de faire un 3 semaines meublé avec les extensions. Donc, puis ça, on gère ça, nous autres, de façon individuelle. Là. Chaque personne nous dit un peu ses intérêts, puis on va adapter ça selon. Voilà, donc on a fait le tour assez rapidement. J'avais 1 heure devant moi pour vous présenter ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous invite à me les poser. Je ne sais pas si j'ai raté ça là, pendant que je parlais. Je vais juste aller voir si je vois dans le QR des questions. Combien d'heures de marche au Lesotho? Bon, parfait, là, je suis un petit peu décalé. Le Lesotho, sa particularité, tu sais, par rapport, si je compare les temps de marche, là, ou le terrain, c'est que le Lesotho, il n'y a pas beaucoup de variations de dénivelé. Tu sais, c'est une fois qu'on est, ça va beaucoup onduler, vallée, plateau, mais peut-être 2, 3, 400 mètres de gain quotidien, mais c'est plutôt sur des longues distances parce que c'est des fois des grands plateaux, ça peut aller des fois jusqu'à 18 km à peu près. Donc, on peut parler alors, vu que c'est un terrain facile, de 2-3 km à l'heure. Donc, ça peut facilement être autour de 6 heures, 7 heures. Là. Les journées, c'est assez long des fois, mais à cause de ça. Mais c'est pas tant difficile puisque le terrain, il est relativement facile. C'est comme un peu Compostelle. Si vous faites Compostelle, vous allez faire 25 km par jour, mais c'est un terrain quand même qui se fait bien. Par contre, dans les Drakensberg, là, vous avez vu un peu au début, à la fin, des reliefs quand même significatifs. Puis après ça, sur le plateau, ben, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait pas de sentier qui fait que ça ralentit le pas. Donc, on va encore une fois être toujours sur des 5-6 heures de marche, mais c'est une marche qui demande un peu plus d'effort, d'attention. Puis des fois exposé aussi aux éléments. T'sais. Surtout quand il passe des cellules orageuses, là. faut, faut avoir l'imperméable pas loin. Là. Ça dure pas longtemps, mais ça tombe. Voilà. Il peut faire des chaleurs aussi quand même. Au Lesotho, quand on se rapproche vers. C'est pour ça qu'octobre, c'est vraiment le best là, en ce moment. C'est une très bonne période pour aller en Afrique du Sud. Vous allez me dire, c'est aussi une très belle période pour rester au Québec, mais on fait nos départs, nous, à peu près au 15, c'est-à-dire deuxième ou troisième d'octobre, pour avoir les belles températures pas trop chaudes encore au Lesotho. Mais c'est sûr qu'on approche de l'été austral, donc ça a tendance à être plus chaud. Donc, on peut parler des fois de journées accablantes à 30 degrés. Là, ça tape. Tu sais. Mais vu qu'on est quand même sur un plateau montagneux, quand le vent prend, tout ça, c'est confortable. La nuit, ça tombe rapidement aussi, donc c'est confortable. Donc, mais la nuit n'est pas un enjeu. Là. Il n'y a pas d'enjeu de froid là, dans aucun des deux treks. Là. C'est sûr, c'est frais, mais c'est pas froid. Tu sais. Fait que c'est ça. Par contre, si on fait nos extensions
safari. Donc, on va dans le Kruger, on est à la frontière du Mozambique, on est au nord du est du pays. En novembre, souvent on est rendu en novembre, à la fin du trek, ben là, il fait chaud. Il fait très chaud, là. Nous, les photos que j'ai prises ici, là, comme celle-ci et tout, là, c'est 40 degrés le jour, 32 la nuit. Donc, c'était. T'as en bobette, et chaque tente a une espèce de douche adjacente, là, qui est une poche d'eau avec une valve comme ça. On prenait une douche d'eau froide, on allait s'étendre, puis on faisait les lézards là, pour être sûr de ne pas avoir trop chaud. Donc, c'est ça. Il y a des bons contrastes selon les régions où on est. Cape Town, ça va être beaucoup plus, euh, comment dire, c'est beaucoup plus doux ou tempéré à cause des courants marins. Donc, c'est des courants froids qu'on va retrouver plus dans le sud. Ça reste que c'est chaud, confortable, peut-être 25, mais il n'y a pas trop d'extrêmes. Tu sais. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est une très belle région pour la culture viticole. Des belles chaleurs, mais pas trop d'extrêmes, donc ça donne vraiment un terroir parfait, là. Puis, by the way, justement, à cause de la culture viticole, je fais un saut là-dessus. Et tout ce qui tourne autour de ces domaines, la culture culinaire, elle est très développée à Cape Town. Et puis le coût de la vie est encore pas si mal, beaucoup moins cher qu'ici, donc on peut vraiment s'offrir du bon temps à Cape Town. Voilà. Donc, je prends vos questions, sinon je vous remercie. Mon nom, c'est François Xavier. Vous pouvez me contacter à travers la page du site ou à mon adresse fx@caravanier.com. Mais je pense que je suis facile à repérer là, si vous naviguez un peu sur le site. Si vous avez plus de questions ou un intérêt, on a des départs à la fin avril et mi-mars, mi-octobre, voire fin octobre 2026. Allez, je vois que. Merci. Ah, combien d'heures? Je vais me renter des. Merci pour les. OK, merci. Parfait. Mais merci à vous autres. Bonne soirée, puis ben, au plaisir.